veux combien de temps? Bonjour Bernard. Bonjour. Alors nous sommes à Tous Historiques édition 2024 en compagnie de Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, spécialiste notamment de la Russie ou de l'URSS et du Vatican. Absolument. Je ne me trompe pas. Et on te voit aussi régulièrement sur plusieurs chaînes de télé en tant que consultant ou spécialiste de ces sujets-là. En général, quand le pape tousse, toutes les télés m'appellent. C'est dire si l'information religieuse est en mauvais état. Mais c'est comme ça. Et le pape étant souvent âgé, il a tendance à tousser souvent. Absolument. Absolument. Voilà. Mais ça, bon, c'est aussi l'intérêt d'avoir travaillé pendant des années et des années sur le pape. Alors moi, je ne suis pas un journaliste religieux, je suis un journaliste politique et international. Mais c'est Jean-Paul II, le pape polonais, qui a eu une telle importance dans l'histoire, qui m'a fait en fait entrer au Vatican et qui m'a fait devenir petit à petit un spécialiste du Vatican, des papes. Je dois dire que c'est pas du tout ennuyeux pour un journaliste de s'occuper du Vatican, parce que le Vatican c'est un endroit absolument phénoménal, incroyable, où il se fait passer des tas de trucs invraisemblables. Et donc je continue d'enquêter là-dessus, d'écrire des livres là-dessus, et c'est un bonheur de le faire quand on s'intéresse à l'histoire. Et donc tu retournes régulièrement au Vatican alors? Alors je retournais pour être sûr, là maintenant je commence à être un peu plus âgé, et puis on ne va pas comme ça à Rome. Rome est une ville très fatigante. D'accord. Mais non, j'y suis allé évidemment des dizaines de fois, bien sûr. Oui. Maintenant tu habites en Puisée. Je suis en Puisée, je vais souvent à Dijon où j'anime un club littéraire. Oui. Je suis très bourguignon et j'ai même fait mon chef-d'œuvre dans ma vie de journaliste. Ça s'appelle La Bourgogne pour les nuls. Et oui, c'est moi, La Bourgogne pour les nuls. Qui est sur ta table d'ailleurs. Voilà. Et c'est très bien parce qu'on dit la Bourgogne pour les nuls, mais c'est une initiation pour expliquer un peu la Bourgogne aux non-bourguignons ou aux bourguignons pas très au courant. D'autant que la Bourgogne est une région, enfin on le sait bien, extrêmement riche d'histoire, etc. C'est une immense région, elle est grande comme la Belgique. Et honnêtement, j'ai mis un an, matin, midi et soir, à travailler sur ce livre, qui est pas une petite bleuette comme ça. Non, je me suis rendu compte que j'avais accepté ce challenge. Ça m'a pris quand même un an de ma vie, vraiment jour et nuit. Mais tu es bourguignon d'origine? Non, pas du tout. Je suis ardennais, moi. Je suis un d'accord. sanglier des Ardennes. Mais je suis bourguignon depuis 30 ans, donc on peut considérer que je connais un peu mon coin. Un petit peu. Ardennais côté français. Côté français, absolument. D'accord. Eh bien très bien. Donc ton dernier livre c'est France-Vatican, c'est ça? Oui, France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète. Je tiens beaucoup aux sous-titres, parce que sinon, bon, France-Vatican, ok, c'est pas très En foot sexy. on gagne. Hein. Mais guerre secrète au sens où pendant 2 siècles, j'ai enquêté sur la réalité des relations entre France-Vatican et Église et État, parce que c'est la même chose, c'est le même sujet. D'accord. Donc la laïcité, etc. Et donc j'ai passé 3 ans sur chacun des grands moments qu'on connaît d'ailleurs de moins en moins, il faut bien dire les choses, mais disons, prenons l'exemple de la séparation de l'Église et de l'État. Tout le monde se dit, ah oui, 1905, ok. Et sur chacun de ces moments-là, j'ai enquêté pour savoir qui a dit quoi, à qui, pourquoi il a dit, etc. Et ça donne ce livre qui, bon, évidemment, on ne fera pas 1 million d'exemplaires avec l'histoire secrète des relations France-Vatican. Mais je suis très fier de ce livre parce que c'est une histoire peu connue et en réalité très importante sur le plan historique et très importante pour l'actualité, parce que c'est cette histoire-là qui nous donne aujourd'hui l'état de la laïcité. Pourquoi l'État, la République d'un côté, pourquoi l'Église est tout à fait marginalisée de nos jours, évidemment. Pourquoi aujourd'hui la religion qui compte c'est l'islam. C'est de là que viennent les problèmes, c'est de là que viennent les questions, parce que c'est une religion qui n'est pas la même que le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, etc. Plus active, on va dire. Et puis surtout, depuis 4 ou 5 ans, la France est le pays où il y a le plus de musulmans en Europe. Ah oui, plus qu'en Allemagne. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, oui. La plus grande communauté musulmane, c'est la France, et la plus grande communauté juive, c'est la France. Oui, d'où d'ailleurs des fois des soucis. D'où les soucis, et moi ce que j'essaye, c'est pas de régler les soucis évidemment, mais avec une histoire comme celle-là, on comprend mieux pourquoi on est passé, quand on travaille sur la période Sarkozy, Hollande, etc., on voit bien qu'on est en train de passer d'une époque à l'autre.
où l'Église n'a plus la même importance, on ne la consulte plus pour beaucoup de sujets, etc. Alors qu'on voit bien que l'islam pose de plus en plus de problèmes. Et donc c'est la fin, et moi je termine avec un moment évidemment tout à fait historique, c'est l'incendie de Notre-Dame, où d'un seul coup, en une seule soirée, moi j'étais à ce moment-là, j'ai commenté ça pour BFM TV, parce que j'étais consultant à ce moment-là, et en une seule soirée, on se dit, tiens, il y a un truc bizarre, la France entière est en train de pleurer Notre-Dame, alors que la France entière n'est pas catholique. Mais il y a un truc qui se passe. Donc je termine avec ça. C'est toujours mettre le doigt, c'est le boulot que font les journalistes, hein, mettre le doigt et puis après laisser les gens réfléchir. Après, Notre-Dame va bien au-delà de la religion. Notre-Dame, c'est aussi du patrimoine historique. Bien sûr, Voilà, bien donc sûr. c'est Bien sûr, mais c'est là où au-delà. Notre-Dame, c'est un patrimoine religieux, spirituel, archéologique, culturel, historique, mais qui incarne quelque chose, qui dépasse une simple église de campagne ou le Panthéon. Pourtant, le Panthéon aussi, c'est toute une histoire. Ah bah oui. Mais Notre-Dame, on a vu ce soir-là, sans bien comprendre, que la France entière disait « Ah non, pas ça, pas ça ». Et de même que, je simplifie comme toujours, mais les journalistes sont toujours en train de simplifier, la Tour Eiffel, c'est Paris, Notre-Dame, c'est la France. C'est ça qu'on avait dans les yeux ce soir-là. Alors encore une fois, la France, c'est pas la France religieuse, c'est bien plus que ça. Oui. Mais c'est ça aussi, l'histoire de France. Sans Notre-Dame, c'est pas l'histoire de France. Oui, oui, d'accord. Alors, parler tout à l'heure de laïcité, justement, dans les relations avec le Vatican, souvent les présidents ou les ministres, ils mettent beaucoup la laïcité de côté quand ils vont au Vatican. Hein. Alors c'est toujours très intéressant. J'ai beaucoup de choses là-dedans dans mon livre là-dessus parce que j'ai creusé à chaque fois. Oui. À chaque fois qu'un président de la République va au Vatican, je regarde, je demande les notes de l'ambassade, etc. Parce que chaque fois c'est différent. Il n'y a pas un président de la République qui a eu la même attitude. Alors, je commence dans les temps modernes avec De Gaulle. De Gaulle, grand chrétien, grand catholique, qui quand il va la première fois au Vatican en 1959, d'abord c'est sa première visite de nouveau président de la République. Donc c'est un symbole. Tout le monde se dit tiens quand même. Il va voir le pape et quand il rencontre Jean XXIII, il s'agenouille. Lui, le président de la République française, laïque, etc., s'agenouille devant le pape. J'ai retrouvé l'image. Alors malheureusement, l'image, on ne la voit pas bien parce qu'on voit le dos du pape et De Gaulle derrière. Mais ça m'a sidéré que le président de la République, et pas n'importe lequel, ça aurait été Macron, ça aurait été Sarko, bon, mais le général De Gaulle s'agenouille devant le pape. Et chacun après, Mitterrand par exemple, Mitterrand a un rapport très chaleureux avec le pape alors que tous les opposés. Il s'agit de Jean-Paul II à ce moment-là, le pape polonais, qui, chez lui en Pologne, se bat contre les communistes. Et au même moment, Mitterrand met des communistes dans le gouvernement de la France. Oui. Ce que Jean-Paul II ne comprend pas. Il n'y a pas un Polonais qui comprenne cette histoire. Bien sûr. Et Jean-Paul II reçoit Mitterrand. Tout le monde dit ça va faire des étincelles, ça va être très compliqué. Ouais. Et pas du tout. Les deux hommes, parce que c'est deux hommes de culture, deux hommes ouverts, etc. De spiritualité aussi. Et qui ont chacun une vie effectivement assez secrète. Et les deux hommes vont en effet se trouver. Et vont trouver le bon vocabulaire au point que l'entretien va durer plus d'1 heure, ce qui n'était pas du tout prévu. Tout le monde pensait que le pape polonais allait dire enfin on ne met pas des ministres communistes au gouvernement de la France. Et en fait ils ont parlé de la France, du passé, voilà. Mitterrand était un personnage très particulier pour ça. Très particulier. Oui, mais particulier, très fin, pas toujours très réglo on va dire, il avait sa part d'ombre. Tous les présidents ont leur part d'ombre. C'est vrai, mais lui plus que les autres. Mais lui parce qu'il était probablement le dernier des grands présidents qui incarnait un peu justement l'esprit français, l'histoire de France, la culture, avec toutes les qualités et les défauts qui sont les siens. Mais c'était vrai aussi de Giscard, c'était vrai aussi de De Gaulle. Pompidou, il n'est pas resté assez longtemps. Et on va voir que ça bascule avec Chirac. Parce que Chirac, par exemple, commence très catho,
très très inquiet de l'avenir de l'Église de France. Ça, c'est quand il est Premier ministre de Giscard. Et des années après, il sera président de la République. Il va être plus ratsoc que son propre père. Il ne veut plus entendre parler de l'Église. C'est très curieux. Oui, mais non, je pense qu'il faisait peut-être la différence entre le Chirac homme et le Chirac homme politique. Non, il a changé. Ouais, il a vraiment changé. Il a vraiment changé dans sa tête. Il était très catho au départ, c'était sa mère. Ouais. Et il est devenu très ratsoc, très anticlérical à la fin, c'était son père. Ok, d'accord, oui, donc c'est vraiment une évolution du personnage. Ah oui. Okay. Mais même curieux. Tout le monde s'est étonné pour le baptême de Clovis, grande cérémonie, 1996. Chirac ne va pas à Reims. D'accord. Ah oui. Oui, Macron y sera allé. Évidemment. Giscard y était, oui. L'ancien président. Le baptême de Clovis, le millénaire de Clovis, c'était un truc de fou. Ouais. Et Jean-Paul II, évidemment, en a fait des tonnes et des tonnes, et tout le monde était là. Chirac n'est pas allé. Il avait mieux à faire en Corrèze. Oui. Bon, bah écoute, merci Bernard. Voilà. Le prochain projet? Pour l'instant, je réfléchis un peu. Je vais quand même bien donner. Ce livre-là, c'est mon 30e. Voilà, donc pour l'instant, rien de défini. Alors, on verra pour la suite. On se reverra pour le prochain. Eh bien, super. Merci Bernard, bonne journée, bon salon. Au revoir. Au revoir.